Vous regardez New d'avant, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le plateau de l'invité. D'abord le Mali, ensuite le Burkina Faso et puis tout récemment le Niger où le 4 août 2023, les nouvelles autorités au pouvoir ont décidé de suspendre la diffusion de deux médias internationaux, RFI et France 24. Les raisons souvent évoquées, de fausses allégations, propos à chaque fois rejetés par la France d'une part et de l'autre l'ONG Reporters sans frontières qui dénonce, comme dans le cas malien, une attaque contre l'information et une attaque contre le journalisme. La guerre de l'information en temps de crise sur le continent africain, que faut-il comprendre? Jules Domché, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame et merci de m'avoir invité. Vous êtes journaliste, directeur général de Vox Africa, mais également auteur et vous venez de publier aux éditions Afrédite l'ouvrage intitulé Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique et vous êtes de passage à Lomé. Justement, voilà. D'abord, la situation sociopolitique au Niger. Les chefs d'état-major des armées ouest-africains ont commencé jeudi une réunion au Ghana pour discuter d'une éventuelle intervention armée au Niger après le coup d'État du 26 juillet. Pourquoi cette option reste-t-elle sur la table alors que des voix s'élèvent et appellent à une résolution pacifique? Cette option reste sur la table parce que, si vous voulez, les Va-t-en-guerre ont besoin de maintenir la pression sur les nouvelles autorités au Niger. C'est-à-dire qu'il faudrait tenir cette épée de Damoclès sur le régime en place pour justement l'amener à revoir ses positions. C'est aussi une technique de négociation. On essaye de mettre la pression à l'adversaire, on essaye de faire peur aussi, mais il faut dire pour rester totalement logique que cette option n'est pas totalement à exclure. Il y en a au sein de la CEDEAO qui sont vraiment convaincus qu'il faut une intervention militaire. Donc il ne faut pas penser que c'est une option qui va être reléguée totalement comme ça par un simple coup de baguette magique. C'est une option qui est réelle. Il y a au sein de la CEDEAO des chefs d'État qui sont convaincus que la solution militaire est indispensable. Et la raison est toute simple, c'est qu'ils veulent éviter, comme cela est en train d'être le cas, un effet domino. Donc il y a des gens qui pensent carrément que la CEDEAO doit créer ce qu'ils appellent aujourd'hui une brigade anti-putsch. Ça veut dire que la CEDEAO aurait une sorte de forme, si vous permettez l'expression, de force en attente qui interviendra à chaque fois qu'il y aura un coup d'État et ils espèrent à travers cela dissuader les autres militaires des autres pays membres de l'institution qui seraient tentés par une aventure pareille. Et donc c'est une menace ou est-ce que la CEDEAO peut, en cas de non-consensus avec les autorités au pouvoir, peut aller jusqu'à exécution? Je vous pose cette question par votre statut de journaliste et politologue. Elle peut, rien n'exclut cela parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle incongruité en Afrique. Elle peut, ça va être très compliqué parce que tous les analystes sont formels là-dessus, c'est la pire des solutions. Mais il faut prendre en compte le fait que nous ne sommes pas en face des acteurs totalement rationnels. Il y a des gens aujourd'hui, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Patrice Talon au Bénin, éventuellement Macky Sall qui lui est sur la sortie, qui sont favorables à cette option militaire. Et j'ai envie de dire, on peut les comprendre parce que ils sont aujourd'hui face à, si vous voulez, une sorte de test de légitimité. Et on s'est rendu compte que la légitimité n'est plus le fruit des élections parce qu'on a compris que ces élections ne sont pas gages de légitimité et que là maintenant il faut aller se confronter à l'opinion publique. Donc ils se disent, si on ne fait rien au Niger, qu'est-ce qui empêche que les officiers de l'armée sénégalaise ou de l'armée ivoirienne ne soient tentés par ce même virus? Surtout qu'on voit ailleurs ça marche, donc pourquoi pas ici? Donc il y a une volonté à leur niveau de couper un peu ça parce que pour eux, le Niger, c'est le coup d'État de trop. Ils se disent non, si on laisse ça, c'est très grave. Donc j'ai envie de dire, il faut pas écarter cette option très vite. Ça reste sur la table. Ce qui est certain, c'est que de plus en plus, ils vont imaginer d'autres mécanismes. Il faudrait
que les Africains et les Nigériens en particulier restent très prudents, parce que je vois déjà des gens se dire non, la CEDEAO ne va pas intervenir de toute façon. Justement, la situation au Niger et le bras de fer qui se durcit entre les militaires au pouvoir et la CEDEAO tiennent en haleine les Africains et au-delà de nos frontières, l'Occident également. Et c'est là que les médias jouent un rôle important. Justement, les médias sont clés. J'ai envie de dire, la guerre, c'est d'abord une guerre de communication. Parce que ici, vous voyez bien qu'on est argument contre argument et selon tel ou tel média, on a des positions et des éléments de langage totalement différents. Donc, il faut savoir que c'est aussi une guerre de communication et il est temps que les Africains le comprennent. Les médias occidentaux qui opèrent en Afrique sont le reflet de les États. C'est pour cela qu'on parle des instruments de politique étrangère de ces États-là. Justement, quand on parle de guerre de communication, à quoi fait-on référence exactement? On fait référence à, si vous voulez, la perception du monde. Les médias, ce sont eux qui apportent l'information auprès du public. Ce sont eux qui vous disent ce qui se passe au Niger. Vous verrez très bien que si vous êtes sur des médias français, ils vont continuer à vous parler de tentatives de coup d'État, ils vont continuer à vous parler du président démocratiquement élu, ils vont vous parler de junte, etc. Or, si vous écoutez d'autres médias, des médias africains, on va vous parler des nouvelles autorités du Niger, on va vous parler du coup d'État au Niger, parce que pour ces médias-là, c'est un fait, alors que les autres tentent de dire ce n'est pas encore consommé. Donc, vous voyez qu'on est là dans une guerre de communication et le public reçoit ça et doit lui se faire son opinion. Donc toute cette bataille, c'est d'abord une bataille de l'opinion. Et je tiens à vous dire que s'il n'y avait pas justement cette guerre d'information, s'il n'y avait pas cette confrontation d'opinion à travers les différents médias, il y aurait certainement déjà eu une intervention militaire au Niger. Ce qui amène les uns et les autres à reculer, c'est qu'on a, à travers justement ces différents pôles d'où proviennent des informations, un sentiment de rejet profond de la majorité des opinions publiques africaines. Et les réseaux sociaux sont un vecteur qui permettent effectivement de jauger cela. Donc c'est de cette guerre d'information-là dont il est question. Et ça, on l'a vécu aussi avec la guerre en Ukraine. On l'a vécu clairement avec la guerre en Ukraine où d'un média à un autre, on parlait d'agression, on parlait d'un autre d'intervention, d'un autre cas, on parlait de guerre. Justement, dans ces conditions, quel impact peut avoir les mots utilisés dans les médias pour décrire les situations ici et là? Les mots ont un sens. Si vous dites tentative de coup d'État, ça veut tout simplement dire qu'on est encore dans un processus qui est réversible. Ce qui n'est peut-être pas le cas en Oui, réalité. bien sûr. Au Niger aujourd'hui, quand vous écoutez RFI, ils vous disent qu'il y a la tentative de coup d'État. Dans leur esprit, ils essayent de faire comprendre à l'opinion que Bazoum peut redevenir président. C'est ça la réalité. Donc, les mots ont un sens et le choix des mots veulent dire quelque chose de précis. Quand on vous parle de junte militaire, l'idée c'est de vous dire c'est une bande de petits voyous qui, pour une raison ou pour une autre, ont pris le pouvoir. Mais quand on vous parle d'autorité, ça veut dire qu'on prend de fait que ce sont eux qui ont l'effectivité du pouvoir et qui dirigent le pays. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, les mots ont un sens. Justement, et chacun, en fonction de sa ligne éditoriale, va choisir les mots qui correspondent au message qu'il veut faire passer à son public. Et c'est dans ces conditions-là qu'on peut parler de défendre des intérêts cachés derrière cette communication? Oui, bien entendu. Madame, posez-vous la question de savoir pourquoi l'État français, l'État britannique, l'État américain dépensent des fortunes colossales pour avoir des médias qui arrosent le monde entier et particulièrement l'Afrique. Vous pensez sincèrement que leur souci, c'est de donner la bonne information aux Africains? Il ne faut pas prendre des gens pour ce qu'ils ne sont pas. Ce sont leurs instruments parce qu'ils ont très bien compris que la guerre, avant d'être physique, elle se passe d'abord entre les deux oreilles. Si vous contrôlez les opinions publiques, alors vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Parce que souvent, ceux qui vont se retrouver en train de défendre les intérêts des Occidentaux, ce sont d'autres Africains. Parce qu'ils sont instrumentalisés, parce qu'ils sont manipulés, parce qu'ils sont arrosés par ces médias qui leur donnent une seule version qui est la leur.
Gilles Doncher, parlons de mots. Il y a une appellation qui dérange beaucoup sur le continent. Ouais. Quand on veut parler, faire référence aux autorités militaires dans les pays qui ont subi un coup d'État, la junte au pouvoir. Ouais. Pourquoi ça dérange tant sur le continent? Bon, parce que la définition d'une junte, comme je l'ai dit tantôt, a quelque chose de très péjoratif. Donc, quand vous parlez d'une junte, vous essayez de dire que c'est une bande, permettez-moi un peu l'expression, de délinquants qui se sont mis ensemble pour un dessein qui est davantage personnel que public. C'est pour ça que ça les dérange de les appeler des autorités. Ils veulent parler d'une junte, ça veut dire une bande de copains qui, pour une raison ou pour une autre, ont décidé de conquérir le pouvoir pour leur intérêt personnel. Dans le Et cas, donc, par ce n'est exemple, pas très qualificatif. oui, c'est très marqué, et c'est voulu. C'est très marqué et c'est voulu. Dans le cadre, par exemple, du Niger, on a suivi beaucoup d'explications qui tendaient à faire croire que le coup d'État était simplement lié au fait que le général Tiani a vu qu'il devait se faire débarquer et a décidé de faire le coup d'État pour ne pas se faire débarquer. J'ai envie de dire, comme analyse, il n'y a pas plus raccourci, il n'y a pas plus facile que ça. Vous pensez vraiment que si le coup d'État du général Tiani au Niger était lié juste au fait qu'il voulait dégommer, il aurait eu l'adhésion des autres membres de l'armée aussi facilement pour l'aider à accomplir son dessein personnel? Moi, personnellement, je pense pas. Il y avait une réelle rupture entre le président Bazoum, qui en plus était le chef suprême des forces armées, et son armée. Il a eu à faire des sorties incompréhensibles, il a eu à prendre des décisions inadmissible à travers la libération d'un certain nombre de terroristes qui se sont retournés et ont causé des dégâts énormes au sein de l'armée nigérienne. Face à ça, je pense qu'il y a eu une réponse. Et on ne peut pas réduire ça à l'ambition personnelle d'un individu ou au désir de vengeance ou de protection d'un individu. Mais ça, vous allez l'écouter dans certains médias à longueur de journée. Et heureusement, une fois de plus, qu'aujourd'hui, il y a des alternatives. On peut avoir un autre son de cloche pour pouvoir se faire sa propre idée sur ce qui est en train de se jouer au Niger en particulier et dans le Sahel en général. Au Burkina Faso, au Mali, tout comme au Niger, les nouvelles autorités au pouvoir ont décidé de censurer des médias internationaux, je le disais, Radio France Internationale et France 24, chacun à leur tour. Est-ce une solution à cette guerre de communication pour protéger l'opinion, l'analyse des Africains? Bien entendu, c'est une solution. Quand vous êtes un État souverain, vous êtes libre de choisir quels médias vous voulez diffuser chez vous ou pas. Et je suis amusé quand je vois à la fois les Français et même l'ONG Reporters sans frontières s'en offusquer. Vous savez, l'histoire, c'est la mémoire. Il n'y a pas très longtemps, dans toute l'Europe, on a décidé, n'est-ce pas, de fermer Russia Today et Sputnik par rapport à la guerre en Ukraine. En quoi c'est différent de ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali ou au Niger? Ils ont estimé que Russia Today avait une ligne éditoriale qui ne les correspondait pas, qui ne protégeait pas leurs intérêts. Ils ont décidé de fermer. Donc le Niger aujourd'hui, c'est une mesure, j'ai envie de dire, de protection qui se justifie et qui peut se comprendre. Parce qu'ils n'ont pas besoin que le peuple du Niger soit exposé à un type d'information qui peut être qualifié selon l'angle par lequel on prend des choses de subversif. Le Mali l'a fait, le Burkina Faso l'a fait, et je pense que ces pays continuent à fonctionner sans RFI et France 24. Il faut qu'on arrête de penser que le monde se gère avec des concepts. Il n'y a qu'en Afrique qu'on accepte ces concepts de manière, j'ai envie de dire, infantile, liberté d'expression, démocratie, droits de l'homme. Ça n'existe que dans la tête de ceux qui y croient, parce que ceux qui parlent le plus de ça sont ceux qui ne respectent pas du tout. Les Européens vous ont montré qu'ils sont pas du tout démocratiques, qu'ils ne respectent pas la liberté d'expression. Si vous voulez émettre en Europe, vous devez dire que la Russie a agressé l'Ukraine, vous devez prendre position, sinon on vous ferme. Ils l'ont fait avec les médias russes. Je ne comprends pas que les mêmes gens qui ont fait cela en Europe viennent être surpris qu'au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, on estime que ces médias ne sont pas les bienvenus. Donc cette logique du deux poids, deux mesures, il faut à un moment donné que ça s'arrête. Mais malgré les fermetures décidées par les autorités, on a toujours des moyens d'avoir accès. Bien sûr, mais au moins c'est limité. Donc pas une mesure assez efficace.
Elle est efficace. Je peux vous dire pourquoi elle est efficace. Comme vous savez, malheureusement, je sais pour quelle raison, certains dirigeants africains, ou presque tous, notamment en Afrique francophone, avaient eu la lumineuse idée de donner des bandes FM à RFI. Vous savez, aujourd'hui, quand on vous coupe cela, vous perdez de manière considérable l'accès à une grande partie du public. Ceux qui arrivent aujourd'hui dans ces pays où ces médias sont fermés à écouter, ils sont obligés de passer par des moyens beaucoup plus compliqués et c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça. Donc, ce sont des mesures qui sont efficaces. Je peux vous dire que le Mali n'aurait pas tenu comme il a tenu s'ils avaient laissé RFI et France 24 continuer à arroser les foyers maliens comme c'était le cas. Et au Niger aussi, s'ils n'avaient pas fait ce choix décisif-là, ça allait être très compliqué parce que vous voyez très bien qu'aujourd'hui, sur RFI et France 24, on passe le temps à donner la parole aux anciens membres du gouvernement proches de Bazoum. On essaye aujourd'hui, et c'est encore plus insidieux, de justifier une intervention de la CEDEAO en disant que la CEDEAO a eu à intervenir au Libéria, a eu à intervenir en Sierra Leone, a eu à intervenir en Gambie, sans jamais préciser que c'était des contextes totalement différents. Au Libéria, on était en pleine guerre civile, il y avait presque plus d'armée, les milices avaient pris le pouvoir, il n'y avait pas d'État. C'était la même chose en Sierra Leone. Dans ces conditions-là, une intervention militaire peut se justifier. Mais dites-moi pourquoi on peut penser qu'une intervention militaire va se justifier au Niger, où il n'y a pas eu une seule goutte de sang lors du coup d'État, où le peuple descend dans la rue pour soutenir son armée. Dites-moi qu'est-ce qui peut justifier une intervention militaire si ce n'est la sauvegarde ou la protection des intérêts de certaines puissances. En tout cas, la question est évoquée à cette réunion qui s'est ouverte hier à Accra, dans la capitale ghanéenne. Nous attendrons donc les conclusions pour décider de voir la suite et l'évolution des événements. Alors, les médias, la communication, les politiques étrangères en Afrique, ce sont des thématiques que vous évoquez dans ce livre qui vient de paraître aux éditions Afridi. Quel est le rapport que vous établissez entre tout ça ? En fait, très simplement, j'essaye de démontrer dans le livre que les médias tels que nous le voyons ne sont rien d'autre que des instruments au service de ceux qui les créent et qui les financent. Les médias, notamment occidentaux, sont le prolongement de la politique étrangère de ces pays-là. Et ça, ce n'est pas que moi qui le dis. Si on prend, puisqu'on est en Afrique francophone, le cas de la France, puisque ça nous intéresse, RFI, France 24, qui sont les médias qui ont pignon sur rue dans nos zones, dépendent du ministère français des Affaires étrangères. Vous comprenez très bien que la ligne est tracée dès le départ. Et face justement à la montée de la Russie en Afrique, Emmanuel Macron ne s'est pas gêné lors de sa visite au Cameroun et même en France devant les ambassadeurs de dire utilisez ces instruments, ils sont là pour ça, pour contrecarrer la propagande russe en Afrique, ce sont nos instruments. Donc l'idée c'est de dire aux Africains qu'il est temps de se réveiller. Ces médias ne sont pas sur le continent pour nous informer. Ils ne sont pas là pour ça, c'est pas leur but. Demandez-vous quel est l'intérêt de la France de mettre autant de moyens pour qu'on ait la bonne information en Afrique. Je pense quand même que même l'être le moins rationnel se pose des questions. Ils ont besoin de ces instruments-là parce qu'ils savent très bien que la bataille de l'opinion publique est vitale pour la protection de leurs intérêts. Et quand je parle de la France, il ne s'agit pas seulement de la France. Les États-Unis font pareil. La puissance de CNN, qu'on tend à présenter comme un média privé dans le monde, est un instrument que les Américains utilisent. Ils ont eu à le démontrer à plusieurs reprises. C'est la même chose pour la Grande-Bretagne avec BBC. Donc, c'est pas seulement une affaire française. Et pour vous dire à quel point c'est important, les autres ont décidé de réagir. La Chine aujourd'hui a créé également ses propres médias, ses propres instruments. Je pense que dans la plupart des pays en Afrique aujourd'hui, on reçoit des chaînes chinoises, CCTV par exemple. Vous avez justement le monde arabe, notamment le Moyen-Orient, le Qatar, avec Al Jazeera. Tout le monde crée ses instruments. Quand Israël s'est rendu compte qu'elle perdait la bataille de communication, notamment sur son conflit avec la Palestine, elle a créé I-24, qui aujourd'hui
diffuse également en Afrique et qui amène les Africains à relativiser leur position par rapport au conflit israélo-palestinien. Je peux parler également de la Russie qui a créé également ses propres instruments, Russia Today, Sputnik. Donc à travers le monde, toutes les puissances, et même des puissances moindres, ont compris en réalité qu'il faut avoir ses propres instruments pour pouvoir contrôler son opinion publique. Malheureusement, en Afrique, on est très en retard par rapport à cela. On est, comme je le dis dans le livre, la seule partie du monde qui est encore considérée comme la poubelle du monde. Nous recevons tous ces médias-là sans filtre. Alors qu'on n'a pas, on n'est pas obligé, on peut avoir un choix, on peut exiger aussi de la réciprocité. Mais il faut qu'on prenne ce problème à bras le corps parce que si on ne le fait pas, ça va être très compliqué parce qu'on connaît quelle est la puissance de déstabilisation de ces médias. On connaît le rôle qu'a pu jouer RFI, France 24 dans certaines situations très complexes en Afrique. Mais comme les gens n'avaient pas, si vous voulez, d'alternative, et comme ces médias ont une réelle puissance, c'est quand même la plus grande audience en Afrique francophone. Justement, Gilles Donchet, parti de ce constat-là, quel est l'objectif derrière ce livre? L'objectif est très simple, c'est d'amener les Africains, les dirigeants, mais aussi les privés à prendre conscience que nous sommes dans une guerre. C'est une guerre, elle est réelle, c'est pas la science-fiction. Si vous laissez quelqu'un qui a des mauvaises habitudes, qui a une mauvaise influence parler à votre enfant chaque jour, vous perdez le contrôle de l'éducation de votre enfant. Les Africains doivent se demander qu'est-ce qu'ils veulent. Les dirigeants africains doivent se demander qu'est-ce qui est dans leur intérêt. Est-ce qu'il est plus judicieux pour eux de laisser leur population être abreuvée par les médias occidentaux, qui, eux, sont là pour leurs intérêts, ou alors est-ce qu'il est temps de se réveiller et de réguler un peu tout ça? Rien ne justifie qu'on puisse accueillir tous ces médias sans aucun filtre. On peut décider que parmi les médias français, on va choisir 2 ou 3 parce qu'on pense que ce sont les médias qui sont moins nocifs. Vous avez des pays, notamment au nord de l'Afrique, quand vous arrivez, la seule chaîne francophone à laquelle vous pouvez avoir accès, c'est TV5. Par exemple, c'est un choix qu'ils ont fait. Vous avez des pays ou des zones dans le monde où quand vous arrivez, vous n'êtes même pas au courant que ces médias-là existent. Quand vous vous retrouvez en Asie, en Chine, vous n'aurez pas, parce que là, on parle des médias mainstream, mais je parle des réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. Quand vous arrivez en Chine, vous n'aurez pas Facebook, vous n'aurez pas Google, vous n'aurez pas, parce que ce sont des instruments. Et ils ont compris, ils ont créé leurs propres instruments. L'Afrique, si on veut se libérer, si on veut mener à bout ce combat pour la restauration de notre dignité, pour notre indépendance définitive, nous devons, dans le domaine de la communication, comme dans d'autres domaines, avoir nos propres instruments. De plus, vous êtes dans une guerre et vous croyez que vous allez pouvoir utiliser les instruments de votre ennemi pour vous battre. C'est juste pas possible. Cette guerre, une fois de plus, on doit avoir nos propres instruments. On doit avoir notre propre agence de presse. Il faudrait que les Africains apprennent à travailler ensemble, que des groupes privés comme New World, avec d'autres groupes, puissent justement faire des joint ventures, qu'on puisse se mettre ensemble pour résister. Je vous assure, c'est une guerre et c'est la plus dangereuse. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas des canons, des chars ou des avions de guerre qu'on va penser que c'est la guerre la plus dangereuse. Et justement, dans ce livre, vous saluez également les exploits réalisés par certains médias africains. Oui, bien sûr. Je dis, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un peu de résistance, même si c'est encore insuffisant, mais ces résistances-là viennent essentiellement du monde privé. On a eu, je parle naturellement, la charité oblige de Vox Africa, médias panafricains et tout, qui vient apporter une nouvelle façon de traiter l'information africaine, qui donne un autre son de cloche. On a eu des médias également, Africa 24, on peut en citer, mais je parle surtout aussi du cas de New World, et c'est pas parce que je suis sur votre plateau, parce que New World a fait quelque chose d'exceptionnel récemment en achetant les droits de la Coupe du Monde pour l'Afrique. C'était une révolution. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas continuer à être en Afrique et penser que notre marché appartient aux autres. Le marché africain, c'est d'abord pour les Africains. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour que les autres viennent sur le marché africain, mais on ne peut pas être des mendiants chez nous. Ça ne s'explique pas. C'est pour ça que cette performance de New World, qui était quelque chose d'historique, est un motif d'espoir. Mais je redis également dans le livre que ça ne peut pas être suffisant. Il faut une combinaison, il faut à la fois que les dirigeants prennent conscience de l'enjeu et que les privés aussi y aillent, parce que c'est cette combinaison-là qui va permettre qu'on puisse rétablir effectivement ce déséquilibre qui est créé. Et il en est des médias comme des ONG, parce que vous avez parlé de Reporters sans frontières. Vous ne pouvez pas, madame,
espérez que les gens créent leur ONG pour faire ce que vous vous attendez. Vous avez toutes ces ONG qui ont pratiquement le même sang qu'il coule dans leurs veines. Ils ont un objectif clair, c'est celui de vous diaboliser quand c'est nécessaire et d'encenser ceux qui suivent la donne de leurs États. Quand vous avez des ONG comme Human Rights Watch, International Crisis Group et j'en passe, qui appartiennent quasiment à un même réseau, ils décident aujourd'hui de voir qu'il y a des violations des droits de l'homme dans telle partie, mais fermer les yeux dans une autre partie, vous comprenez très bien que ce sont des instruments. Qu'est-ce qui empêche des Africains d'avoir eux aussi leurs ONG pour que quand Reporters sans frontières fait la déclaration qu'elle fait à propos de la fermeture des RFI et France 24, on ait des ONG africaines qui puissent faire des déclarations. Que quand on dit que vous êtes des pays les plus corrompus du monde, on ne sait pas finalement sur quelle base et que vous êtes content d'accepter cela, qu'il y ait des ONG africaines qui travaillent sur des indices de corruption perçus par l'Afrique. Donc c'est ça tout l'enjeu. La fermeture de RFI et France 24, c'est une solution à court terme. Sur le long terme, le continent a-t-il les moyens, en tout cas au niveau des médias, pour résister longtemps et gagner cette guerre, à l'exemple des correspondants qui sont une ressource humaine aussi, qui représente une force pour ces médias occidentaux? Alors, l'Afrique a des moyens. Dites-vous toujours qu'il y a des moyens. Le premier moyen, c'est la volonté. Dès que vous avez la volonté, ça veut dire que vous avez des moyens. Il faut qu'on arrête de faire croire aux Africains, parce que l'argument qu'on vous donne toujours, mais ils vont prendre des moyens où? On est dans un continent riche, qui est malheureusement juste mal géré, qui est malheureusement juste spolié. L'Afrique a des moyens. Le premier moyen dont on a besoin aujourd'hui, c'est la prise de conscience et la volonté politique. C'est de ça dont on a besoin. Dès qu'il y aura une réelle prise de conscience, dès qu'il y aura une volonté politique, vous verrez, tous ces médias dont on parle, les correspondants qu'ils utilisent, ils les inventent pas. C'est la plupart du temps nos frères africains qui travaillent pour l'AFP, qui travaillent pour France 24, qui travaillent pour RFI. Si on leur offre une alternative, pourquoi ils ne travailleraient pas pour cette alternative si en plus de cela, il y a un intérêt identitaire derrière? Donc je pense qu'il faut qu'on arrête un peu avec la logique du manque de moyens. C'est une réalité, je ne la nie pas, mais elle est liée au fait qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de volonté politique. Les gens ne comprennent pas, au fond, semblant de ne pas comprendre où se situent les véritables enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique, c'est votre tout premier livre, et préfacé par le journaliste chevronné Alain Foka. Ouais. À qui s'adresse le livre? Il s'adresse à tout le monde, vraiment à tout le monde. Je veux que les Africains puissent le lire pour comprendre. Je veux que les dirigeants puissent le lire parce que je pense qu'il y en a certains peut-être qui comprennent pas. Je pense que ce qu'on essaye très modestement de faire dans ce livre-là, c'est de mettre le doigt sur un problème qui est vital. Et je suis très honoré, vous l'avez mentionné, que Alain Foka ait accepté de préfacer ce livre parce que je pensais que c'était la personne la plus légitime parce que lui, il a un parcours atypique et il a vécu aussi un certain nombre de choses de l'intérieur. Donc, il est, j'ai envie de dire, parfois même mieux placé que moi pour décrire ce que je décris dans le livre. Il faut pas qu'on continue à croire qu'on est dans la cour du roi Péto ou qu'on est dans un jeu où c'est pas un jeu, c'est une véritable guerre. C'est ce que je veux que les Africains comprennent. Je veux que les universitaires également s'emparent, qu'on sorte un peu de la théorie pour être dans la pratique et qu'on puisse, à travers effectivement le débat que ce livre peut susciter, prendre des mesures qui permettent d'impacter. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le but. Il faut pouvoir impacter. Et on ne gagnera aucune guerre. L'Afrique ne se libérera pas tant que nous n'aurons pas nos propres instruments de communication. Si vous dépendez des autres, alors ils font de vous ce qu'ils veulent. Vous voyez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand vous publiez quelque chose, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et tout, vous voyez qu'en fonction du ton que vous avez, en fonction de vos lignes éditoriales, ça peut être bloqué. Ils ne veulent pas que vous dites un certain nombre de choses sur la guerre en Ukraine. On en est victime chaque jour. Mais ce sont leurs instruments. Donc, ils peuvent, au nom justement du contrôle, au nom de la lutte contre le terrorisme, décider de ce qui va passer ou pas passer. Alors, si vous voulez éviter ça, créez les vôtres. C'est ça, en fait, le message que je voudrais que les uns et les autres puissent retenir à la sortie de la lecture de ce livre. Et dans l'espoir de gagner cette guerre, outre les moyens techniques à mettre en place, où se situe, selon vous, la question de la formation? Parce que pour aussi
diffuser la bonne information, il faut des journalistes et des communicants de professionnels. Oui, ce n'est pas seulement le cas des journalistes. Il faut refaire tout le système éducatif africain. On est mal éduqué depuis des décennies. Ce n'est pas juste une question de journalistes. On a été formaté. Si vous voulez, on a créé une manière de nous éduquer pour nous amener à nous détester nous-mêmes, pour nous amener à avoir honte de nous-mêmes. Et quand vous êtes dans cette condition, vous pouvez rien faire. Donc, les journalistes, ce n'est qu'un petit versant du problème. Le problème, il est davantage structurel. Il faudrait que nous repensions totalement notre système éducatif, notre rapport à la connaissance, notre rapport à l'enseignement, parce que nous ne pouvons pas être formatés par les gens, parce que c'est ça le but en fait. Aujourd'hui, on nous a formatés. On va à l'école pour apprendre à être des bons esclaves. Le mot peut être dur, mais c'est la réalité. Il faut qu'on brise ces chaînes-là. Et comme j'aime souvent à le dire, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'avec ce qui se passe, avec ces médias, avec ces instruments, c'est qu'on a juste déplacé les chaînes de l'esclavage de nos jambes et de nos coups, et on les a installés dans nos cerveaux. Donc, si on veut briser cela, il faudrait qu'on s'attaque justement à ce qui fortifie le cerveau, à savoir l'éducation, la formation. Donc, c'est un problème global. C'est pour ça, excusez-moi, c'est pour ça que je ne m'arrête pas seulement au niveau des journalistes. Parce que vous pouvez former des journalistes, mais si la majorité de l'opinion est totalement en déphasage, ça va pas marcher. C'est un problème global qu'il va falloir résoudre en apportant une solution globale. Gilles Lonché, votre livre est-il actuellement disponible dans tous les pays africains? J'aurais aimé qu'il soit disponible dans tous les pays africains, ce serait le souhait. Ça revient encore à ce problème justement d'instruments. Malheureusement, il n'est pas disponible dans tous les pays africains. Il est déjà disponible au Togo, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Il est disponible au Cameroun, il sera bientôt disponible en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso. Il est disponible en Europe pour la diaspora sur Amazon. Et nous, on est en train de travailler avec l'éditeur sur les voies de distribution pour qu'il puisse être disponible dans le maximum de pays africains possible. Parce que c'est d'abord pour les Africains que ce livre a été fait. Et j'espère que le maximum aura l'occasion d'y avoir accès et de pouvoir nourrir le débat avec nous. Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique, c'est votre tout premier livre publié aux éditions Afridi et préfacé par Alain Foka. Merci d'être passé sur ce plateau, Gilles Lonché. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste, politologue, auteur et directeur de Vox Africa. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Dans ce nouveau numéro de l'invité, on se retrouve lundi pour une nouvelle aventure.